Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tousse. Recording in progress. Oh, recording in progress. C'est parti. Faut arrêter de dire des bêtises maintenant. Hein. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Shanghai, Cannes et Paris. Je suis votre hôte Hercule Savinien Cyrano de Webergerac et mon dîner de Gascon se compose de... Jeff Domenech, à la fin du podcast, je touche. Vincent Pérez, moi monsieur, si j'avais un tel podcast, il faudrait que je l'amputasse. Bravo. Enfin un vrai comédien dans l'émission. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Cyrano, 1990, réalisé par Jean-Paul Rapneau, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec joie pour la première fois dans l'émission, Vincent, un acteur et un ami cher à mon cœur, et qui est devenu un meilleur metteur en scène en m'observant sur le pharmacien de garde et en faisant exactement le contraire. Mais avant tout, un rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Mais revenons à nos rostants et au résumé du film, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Sous le règne de Louis XIII, les aventures du plus célèbre et tumultueux cadet de Gascogne, de son immense nez, jamais ce mot ne se profère, de sa cousine Roxane dont il était pris, et de Christian de Neuvillette, le jeune homme qu'elle aime. Vous prendrez bien un petit verre, VERS, avant la route ? Et avant que Jeff nous raconte la genèse du film, je laisse la parole à Christian lui-même, qui nous raconte son aventure sur le chef-d'œuvre de Jean-Paul Rapneau. J'ai fait des essais. Ouais. Que Jean-Paul, je me souviens il y avait un moment donné dans la scène, il y avait une scène après la scène des nez, la fameuse scène des nez, il y a une discussion entre Cyrano et Christian où je lui dis je suis désolé pour la plaisanterie sur le nez, dans genre je faisais une sorte de geste comme ça et pardonnez-moi. Et Jean-Paul a fait ah ben oui là, ah oui. Mais voilà, là. Et tout de suite, il a vu quelque chose, il a vu Christian et il a montré les essais à Gérard et puis c'était bon. Embrasse-moi, monsieur, brave. Ah, ça m'est... Très brave, je préfère. Mais je pense que ce qui a intéressé Jean-Paul, c'est de m'avoir vu, me semble-t-il, dans Hôtel de France, où je joue un film de Patrice Chéreau qui a pas du tout marché, qui était un film entre un film d'école et un film de cinéma. Enfin, mais c'était l'adaptation de Platonov de Tchekhov, et où je jouais une sorte de simplet dans le film, et le personnage de Sergueï Voïnitsev, en fait, à l'origine. Dans Platonov et je pense que c'est l'accumulation de ça, et ensuite il me semble qu'il m'a vu aussi sur scène parce que tout ça j'étais sur scène et je jouais Laërte dans Hamlet, mise en scène par Chéreau, donc on l'avait fait dans la cour du Palais des Papes, et je crois qu'il l'avait vu à Paris, et donc en fait c'est tous ces deux rôles plus les essais qu'on fait qu'à un moment donné il y a une sorte de synthèse qui a fait que j'étais la bonne personne pour le rôle, quoi. Il y avait d'autres comédiens en lice avec toi ou non? Je sais pas. Oui, je sais. D'après ce que j'ai compris, je crois que Christophe Lambert avait refusé le rôle. D'accord. Ben justement, parce que c'est un rôle qui est finalement très casse-gueule, Christian, parce que tu peux vraiment te faire manger par Cyrano, et moi je trouve que tu amènes... En fait, c'est ce qu'a raté Keanu Reeves dans Dracula, où il est complètement dévoré par Gary Oldman, avec un rôle d'un personnage qui a priori est plus lisse que ce personnage haut en couleur qu'il affronte, si tu veux. Et toi, tu as réussi à amener une espèce de fièvre romantique au personnage, qui fait qu'en plus de ta beauté physique, C'est vrai qu'il est beau, le gredin. il se passe vraiment quelque chose, et qu'on est tout aussi captivé quand tu es à l'écran que quand Cyrano est à l'écran. Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur. Monsieur Rano. Christian, À propos, parlons avant toute chose de l'éléphant dans la pièce,
Gérard. Donc, je préfère dire que c'est une émission qui est une émission de passionnés de cinéma et qu'on n'est pas là pour juger ou faire les procès des gens. Donc, on va se contenter d'être les cinéphiles que nous sommes et parler de grandes performances d'acteurs, dont celle de Gérard et la tienne. Mais pour l'heure, Jeff sort sa rapière et nous pourfend avec l'histoire de la jeunesse du film. Alors, ce que je vais vous dire, ce sont les propos de Jean-Paul. D'ailleurs, tu l'imites très bien, Vincent. Hein. Oui, oui. Ah ben non, ah ben oui. Un homme passionné, passionné. Je suis allé le voir chez lui récemment parce qu'il m'a passé le scénario des Maris de l'an 2. Et toujours aussi, ouais, il est exceptionnel, ce monsieur, j'aime beaucoup. Donc, Rapneau explique qu'en fait, il avait fait Le Sauvage avec Catherine Deneuve, Tout feu, tout flamme avec Adjani, et il avait l'idée de les réunir dans un film, c'était dans l'univers de la mode, un film qui s'appelait Chic à l'époque. Et le scénario plaisait à Adjani, moins Deneuve, donc le projet était un peu en stand-by. Et un jour, il a un coup de fil de Jean-Louis Lévy, on est milieu des années 80, et Lévy lui dit Est-ce que tu veux faire Cyrano? Il fait C'est avec la Gaumont, alors la Gaumont avec qui il avait fait Les Maris de l'an 2, hein. Et c'était suite au succès de la pièce de Jacques Weber, mis en scène par Savary. Gaumont voulait l'adapter au cinéma. Alors Gaumont avait déjà en tête de mettre Belmondo en rôle principal. Et Lévy dit à Rapneau Tu as 1 heure pour me répondre. Et avec quel comédien tu aimerais le faire? Je fais Mais 1 heure, il fait 1 heure, tu as 1 heure pour me répondre, est-ce que tu veux le faire ou non? Bon. Et il le rappelle, mais Rapneau avait très envie de tourner avec Depardieu depuis des années. Et c'était réciproque, parce que on avait parlé à Rapneau. Et parce que Rapneau avait déjà perçu chez Depardieu que c'était un personnage fort avec des failles et des souffrances cachées comme Cyrano. Et avec Jean-Claude Carrière, ils vont voir la pièce de Weber à Mogador et ils se disent putain, il y a un boulot énorme sur l'adaptation. Et pour écrire l'adaptation, ils ont demandé à Depardieu de faire un audio de tout le texte de Cyrano, de tous les personnages. Et ils se sont inspirés de Depardieu en train de lire donc, tout le texte de Cyrano lorsqu'ils ont adapté à l'écrit. Et quelle bonne idée. dans cette première version, ce que voulait Rapneau, c'était quelque chose d'ambitieux, avec des décors, des costumes. Et c'est au moment où le film de Forman, Amadeus, sortait en salle. Et ils vont voir Alain Poiré, qui était le gestionnaire un peu de la Gaumont, le producteur, et ils lui disent on veut un truc comme Amadeus, voire mieux. Et l'autre, il s'est affolé. Alain Poiré dit mais qu'est-ce que ça va me coûter? Déjà que les Maris de l'an 2, il y avait des dépassements de budget, etc. Et finalement, la réflexion de la Gaumont, il se retire du projet qui reste en stand-by. Depardieu tourne Tenue de soirée. Putain de film. Et rencontre un producteur, René Klettmann, qui se lançait un petit peu dans la production. Et suite au succès de Tenue de soirée, Klettmann dit à Depardieu Est-ce que tu as d'autres projets, etc. Et lui dit mais ouais, putain, il y a ce projet de Rapneau là, qui est en stand-by depuis des années. Il fait Mais c'est quoi? C'est Cyrano. Et Klettmann lui dit Banco. Voilà, on le fait. Donc le film sort le 28 mars 90, fait 4 700 000 spectateurs en France, 13 nominations au César, il en obtient 10. Malheureusement, Vincent ne l'aura pas. Le César du meilleur espoir, j'aurais bien donné. Et c'est Gérald Thomasin, l'acteur du Petit Criminel, qui l'aura obtenu. Voilà le début, assieds-toi et apprends. Non. Apprends ta leçon. Non, je n'apprendrai rien. Vincent, tu connaissais Gérard avant de le rencontrer sur Cyrano? Non, pas du tout. Non, c'était impressionnant. Oui, mais c'était très impressionnant. Moi, je débarquais, quoi. Moi, j'avais fait j'avais fini l'école, j'avais fait le conservatoire, j'étais en 3e année du conservatoire que j'ai quitté, ou je sais pas si je me suis fait virer, c'est une sorte de zone grise. Mais pour rentrer dans l'école de Chéreau, j'ai fait 2 ans chez Chéreau, et en fait, là, j'étais sorti de l'école de Chéreau, on avait fait Hamlet, je suis sorti en 88, fin 88, en 89, on fait Hamlet, et je crois qu'on tourne le Cyrano en 89, me semble-t-il. Enfin, tout ça s'est fait très, très, très vite. Ouais, c'était quoi ton 3e film, non? Oui, enfin, j'avais fait une sorte d'apparition dans un film de Jean-Pierre Limousin. Et ensuite, j'avais fait La Maison de Jade, que je tournais en même temps qu'on répétait le Hamlet dans la cour du Palais des Papes avec Jacqueline Bisset, film de Nadine Trintignant. Wow. Donc c'était mon 3e film, effectivement. Donc tout s'est fait très vite, et donc coup je me retrouve là plongé dans un. Alors c'était merveilleux parce que Jean-Paul, lui, il luttait contre contre le personnage de Rostand. Enfin, Christian est un personnage qu'on n'a pas envie de défendre. C'est un personnage
qui est indéfendable. En fait, il est détestable parce qu'il est pas intéressant. En fait, c'est un personnage vraiment. Si je dirais s'il y a un défaut dans cette pièce, c'est le personnage de Christian. Donc du coup, de dans ce chef-d'œuvre, c'est vraiment ce personnage-là qui est pas intéressant. Je t'adore. Oh non, Pardon. Je deviens sourd. et cela me déplaît. Et Jean-Paul avait vraiment en tête de le défendre et de tout faire pour le rendre un peu intéressant. Donc, on s'est attelé à ce travail-là. Il était très transparent par rapport à ça. Et j'ai fait même d'accepter mes propositions. À un moment donné, je lui dis, mais la beauté, pour lui, il doit s'en foutre de sa beauté. Par exemple, quand il rentre dans la salle d'armes et qu'il lui fouette un peu le visage, il offre son visage parce qu'en fait, il n'a pas conscience de sa beauté. Donc, ça peut peut-être aider au fait que c'est pas un personnage vain, etc., etc. Oui, oui, j'ai une bonne idée. Donc, du coup, on essayait toujours de trouver des petites combines qui fait qu'à un moment donné, le personnage était un peu plus intéressant que dans la pièce. Ah ouais, mais vous y arrivez parce que c'est une gageure, effectivement, parce que souvent les Christians sont très insipides et inintéressants, comme tu dis, alors que là, il existe Impossible à parfaitement. jouer. Ouais, C'est ouais. un personnage impossible à jouer. Enfin, c'est un personnage totalement inintéressant. Donc, Ouais, il est je pense on a fait ce qu'on a pu. Heureusement, c'était intéressant parce que c'était une période où je travaillais beaucoup, en fait, avec Chéreau. On a beaucoup travaillé sur l'hypersensibilité de mes personnages. Donc, qui a une sorte d'enfance, en fait, d'aller chercher l'enfance dans mes personnages. C'est ce qu'on faisait avec ce personnage que je mentionnais tout à l'heure, le Sergueï Vonitsev de Platonov, qu'on avait joué sur scène aussi, et celui d'Hôtel de France. Et sur scène, j'en avais même fait un beg, pour vous dire. C'était un beg qui bégayait sur les M, parce qu'il disait souvent maman et il disait souvent moi-même. Et donc, du coup, c'est un personnage très enfant, très, en fait, pour le jouer, Chéreau m'emmenait toujours vers une sorte de ultra simplicité, naïveté la plus totale. Donc, du coup, j'avais cet exercice très en main, comme ça. C'était quelque chose que je faisais, qui était assez naturel et qui correspondait aussi à des complexes je dirais comme un vaudois qui arrive sur la scène parisienne. Je me servais de tout ça pour ces personnages-là. Et c'est vrai que Christian tombait finalement à point pour emmener en fait toute cette expérience-là et la mettre là pour aller vers quelque chose d'extrêmement pur et sincère dans un personnage qui est un peu comme un poisson hors de l'eau, quoi. Vincent, est-ce que c'est ce film qui t'a donné le goût justement des films avec des maîtres d'armes? Parce que quand même, tu as fait le Bossu, Fanfan la Tulipe, Capitaine Fracasse, La Reine Margot. Tu as fait beaucoup de personnages justement. Est-ce que c'est ce film-là qui t'a donné le goût jusqu'à ton dernier film, Une affaire d'honneur dont on parlera? C'est ce rôle-là qui t'a donné l'amour de cette période-là, de cette époque, de ces combats de capé d'épée? Non, moi, je sais pas. En fait, ça va vous choquer, mais je suis pas particulièrement. C'est le hasard de la vie qui fait qu'à un moment donné, je suis allé vers les meilleurs scénarios qu'on me proposait aussi, hein. Ouais. J'ai fait quelques conneries dans mes choix, mais c'est vrai que ceux-là, c'est un peu difficile d'éviter. Indochine, la Reine Margot, même Fanfan la Tulipe ou Ouais, pourquoi? Le Bossu, quand De Broca propose le duc de Nevers, c'est quand même c'est croustillant, quoi. Tu as ce panache de Cyrano quand tu bouges, quand tu te bats à l'épée, ce qu'on retrouve d'ailleurs, Après, on va parler dans ton film. Et puis on va parler aussi de William Hobbs, qui est un de mes héros. ouais, voilà, j'allais en parler justement. Donc en fait, Cyrano pour moi c'était la rencontre avec, on l'appelle Bill Hobbs, William Ouais. Hobbs, qui était effectivement le chorégraphe de tous les combats de la plupart des grands films américains depuis les années 70, je pense, ou Ouais. 80. 70, puisqu'il a fait les mousquetaires de l'Estat. Puis il a fait La Rose et la Flèche, il a fait les duellistes. Alors Bill Hobbs, c'était très intéressant, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y avait Bill Hobbs que j'ai rencontré, même si dans Cyrano, j'ai pas de combat ou de choses particulières. J'allais quand même aux répétitions de Bill Hobbs, parce que j'étais fasciné par le monsieur. C'est un homme très sympathique, très simple, avec une belle humilité, enfin quelqu'un vraiment d'assez merveilleux.
Mais non, je dirais que après, effectivement, peut-être qu'à force de faire des films comme ça, mon imaginaire tend plus vers effectivement une sorte de voyage dans le temps. Je suis fasciné effectivement, je suis fasciné par les époques, en fait, les autres époques, enfin, par le passé, par l'histoire, en fait. Ouais, ouais. Là, ben, par exemple, je travaille sur un scénario qui se passe dans les années 20. C'est comme c'est comme si euh, ces fantômes-là me parlaient. Enfin, il y a quelque chose qui tout d'un coup se réveille en moi et qui me parle. Enfin, j'aime le travail de recherche, etc., etc. Ce que j'ai fait aussi d'ailleurs pour une affaire d'honneur. Donc, je sais pas si Après, les metteurs en scène et les producteurs doivent se dire, ben, vu qu'il est quand même à l'aise à cheval et en combat, c'est déjà ça au niveau timing de gagner. Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet acteur-là pour jouer dans mon film. Ah ouais. Tu as bien fait. Et que je savais au moins ça, même s'il est plus très jeune, je savais qu'il pouvait faire ça. Et toi, il y avait Michel Carliez aussi sur Cyrano. Et il y Que avait tu as Michel Carniez sur Cyrano. dernier film Et aussi. pour une petite anecdote pour l'histoire que je sais pas si vous avez raconté cette histoire-là, mais c'est quand même un moment assez dingue. Il y en a deux. Je crois que quand Gérard est allé voir Jacques Weber sur Cyrano, quand il jouait Cyrano au théâtre, à la fin, au salut, à un moment donné, Jacques a jeté un bouquet de fleurs qu'on lui avait envoyé, et il se trouve que ce bouquet de fleurs serait tombé sur les genoux de Gérard Depardieu, qui était dans Waouh. Un qui passage était de dans flambeau, ouais. le passage de flambeau. Et l'autre chose est que, comme Jean-Paul est quelqu'un d'extrêmement précis dans le travail, sa précision est légendaire, c'est-à-dire qu'il mesure chaque plan, la distance entre la caméra et le sujet, l'arbre qui est derrière. Enfin, il paraît-il que chez lui, en fait, tout était, il y avait tout le film était, même le sol avait en centimètres avec la position des choses, des caméras, des acteurs. Enfin, Incroyable. c'est un homme incroyable et qui est extrêmement précis et qu'il faut que rien ne dévie, en fait. Il faut que ce qu'il a prévu, il faut que ça se passe comme ça s'est passé, sinon ça va pas. Sinon, il prend son chapeau. Ce qu'il prenait son chapeau, il marchait dessus, son manteau, il le jetait par terre et il marchait dessus. Et Et j'imagine avec Depardieu, la collaboration, ça devait en être hurlant, bien sûr. Enfin, pardon? la collaboration, parce que c'est quand même la glace et le feu, Rapneau Depardieu, c'est deux écoles Voilà. différentes. Voilà. Et donc, du coup, comme tout est extrêmement précis chez Rapneau, il a fallu, à un moment donné, que Gérard casse je dirais, la charpente ou la rigidité de la vision du metteur en scène. Il fallait qu'il bouscule ça, qu'il casse littéralement quelque chose dans son rapport avec lui pour éviter de se sentir enfermé. Et il y a cette histoire incroyable que Jean-Paul raconte, donc c'est pour ça que je me permets de la raconter, c'est que au début du tournage, au bout de quelques jours, Gérard se sentait tellement prisonnier, je dirais, de la mise en scène et de toutes les intentions, de tous les détails, de trucs comme ça, qu'à un moment donné, il a fallu que ça n'allait pas. Il se sentait pas libre. Et donc, il est allé voir Jean-Paul dans sa chambre à coucher, à l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel. C'était je crois que c'était à Budapest. Et il a tout cassé dans la chambre. Waouh. Il a tout cassé, il a cassé l'armoire, il a donné des coups de poing, des trucs comme ça, juste pour lui dire, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être libre. Et je crois que il s'est pas senti agressé lui directement, mais c'est comme si c'était un acteur qui luttait finalement contre quelque chose en lui qui l'empêchait d'y arriver. Et après avoir fait ça, c'était une sorte de catharsis. Il a pu trouver cette liberté. Et Jean-Paul était ravi et tout le monde disait, ah, mais c'était comme si c'était un animal en cage, en fait, qui a dû casser la cage, quoi, d'une certaine manière. Extraordinaire. Magnifique. Et après ce moment
qui était quand même impressionnant pour Jean-Paul. Il y a eu quelque chose qui s'était passé et les deux ont travaillé d'une manière absolument magnifique dans la confiance, dans vraiment, c'était très beau de les voir travailler ensemble. C'était extraordinaire de voir travailler Gérard, de voir Cyrano finalement. Ouais. Et de voir aussi la sublime Anne Brochet. Voilà, j'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Tout le monde était amoureux de sa voix. On écoutait sa voix parce qu'elle avait une voix magnifique comme ça. Elle disait tellement bien ses vers, hein. Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Et puis finalement, voilà, pour moi, la plus grande difficulté, c'était de vaincre je dirais, le fait d'être si impressionné, d'être face à Depardieu. Mais en même temps, il était tellement attentif et, euh, et il faisait vraiment attention. Il faisait vraiment attention. Il faisait toujours ses plaisanteries, mais c'était d'une manière, c'était comme si c'était un peu une manière aussi de nous libérer de la peur, parce qu'en fait, là, je pense qu'un des ennemis des acteurs ou des metteurs en scène ou des gens qui font ce métier, c'est la peur. Avoir peur, être blême. Les gens, ils ont peur. Voilà, ils ont peur de se tromper, peur mais en fait, il faut dépasser ça et puis laisser passer le flux en fait à travers voilà. C'est beau, comme ils disent dans Dune, la peur est le tueur de l'esprit. Fear is the mind killer. Vous avez appris l'anglais, vous? Et Ouais. c'est tout à fait exact. Il y a le chef opérateur Pierre Lhomme, pour parler des relations Depardieu et Rapneau. Depardieu, dès qu'il avait une demi-journée, une journée, il prenait son avion, il se barrait. Il allait faire autre chose. Et Rapneau, il devenait fou. Mais pourquoi il s'en va? Pourquoi il s'en va? C'est mon film, il ne peut pas partir. Et il a dit, mis à part une ou deux fois où il a un peu dévié, Depardieu était nickel, il n'y avait pas d'oreillette, il n'y avait rien, il connaissait son texte sur le bout des doigts. Ouais. Et deux fois, il avait un peu abusé de boisson, mais c'est tout. Sinon, il s'est très très bien comporté. C'est Pierre Lhomme qui a dit ça, je pense que. C'est une époque, effectivement, où il apprenait son texte et il se comportait bien avec les grands metteurs en scène, parce que sur les films de mon père aussi, il était extrêmement discipliné par rapport à ce que ça deviendrait par la suite. Mais il y a un truc qui est intéressant à propos de mon père. Jeff, tu es à Cannes en ce moment, je le signale, pour le festival. Et mon père était membre du jury à Cannes, et Depardieu était allé lui rendre visite dans sa chambre d'hôtel, et il était en train d'apprendre les vers de Rostand. Et il me dit, mon Francis, je vais te lire la scène du balcon de Cyrano. Et il commence avec cette voix qui met des feuilles d'or sur le dialogue. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près. Un serment fait d'un peu plus près, il fait ça. Une caresse, un point rose que l'on met sur l'i du verbe aimer. Et je lui dis, Gérard, est-ce que tu es en train de péter? Et il me dit, ouais. C'est-à-dire que ce qui sortait de sa bouche était absolument sublime, et c'était le profane et le sacré, si tu veux. Et ça, c'est Gérard, si tu veux. Et ça, c'est l'art. Jean, une question. Quel film a eu la Palme d'Or quand ton père était au jury? Papa est en voyage d'affaires, justement. C'est ça, non? Non, c'est pas l'héritage. Et c'était à propos d'Amadeus, c'était Milos Forman, le président du jury. Et c'est une formidable expérience pour mon père. Mais tu sais, Jeff et Vincent, ce qu'a dit Rostand à Coquelin, qui est l'homme qui a créé Cyrano au théâtre, vous savez ce qu'il lui a dit le soir de la première? Il est arrivé dans la loge de Coquelin et il lui a dit « Excusez-moi, j'ai ruiné votre carrière ». Il pensait qu'il avait fait une merde et que la pièce ne marcherait pas. Ouais, ouais, c'est étonnant, alors que ça a été un énorme succès. Constant Coquelin, qui a fait le premier Cyrano en 1900, c'est lui qui a fondé, tu sais, la maison de retraite des artistes qui existait en région parisienne. Je savais pas. Et c'était le tout premier. Lorsqu'il est mort, c'est justement Edmond Rostand qui a fait son éloge funèbre à ce comédien. Qui est joué par Olivier Gourmet dans le film de Edmond. C'est ça. Mais le tournage de Cyrano traverse une quinzaine de villes, et donc la Hongrie, comme tu l'as dit, c'était donc combien de jours de tournage, tu te rappelles, Vincent, à peu près la durée du tournage? À peu près 6 mois de tournage. Waouh, donc effectivement, ça se voit à l'image. Hein. Il y avait une partie qui était tournée en Hongrie, tout ce qui est l'intérieur, par exemple, le tout début, la scène, le début de la tirade d'aîné est à l'intérieur, donc dans un studio à Budapest. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Et dès qu'on sort, on se retrouve, je crois que c'était au Mans, je sais plus où, en France. Jean-Paul était il est habitué de faire un chant dans un pays et le contre-chant dans un autre. C'était
Donc voilà, et ensuite on est parti vers Eger hein, pour toutes les scènes de bataille, etc. Donc c'était aussi en Hongrie. Je me souviens des chaleurs, il faisait extrêmement chaud, il y avait une canicule, on voyait les soldats parce qu'à un moment donné on voit la guerre c'est la guerre de Contre Arras, hein, l'Espagne, c'est ça, ouais, le siège euh, d'Arras. le siège d'Arras. On voyait de temps en temps des figurants de tomber comme ça parce qu'en fait Mon ils Dieu. supportaient pas la chaleur sur leur casque. Donc, mais c'était un tournage extrêmement magique en fait. Tout a été magique sur ce Mais film-là. les grands films, c'est un miracle, c'est un alignement de planètes. Et là, les planètes sont véritablement alignées. Et je voudrais souligner qu'il fait toujours trop chaud ou trop froid sur les tournages. Je sais pas si tu as remarqué, Vincent, mais c'est jamais une Ouais, température idéale. C'est vrai. ouais. Sur le nôtre, il faisait très froid, non? C'est ça? Oui, oui, parce qu'on était en hiver, et en particulier Guillaume Depardieu qui était dans le bois de Boulogne avec Pascal Légitimus en hiver, et c'était pas facile pour avec des petites tenues comme on a au cinéma. On parle de Yann Lazarek, Mais le donc, fan du film. merci Jeff. Par rapport au film, Rapneau avait dit, pour revenir à Cyrano, il a dit sur un tel projet, quand on est metteur en scène, on doit répondre à 1000 questions par jour. OK. Waouh, Avant, pendant et après le tournage. Et ce qui a fait la réussite de Cyrano, c'est qu'on a su trouver les bonnes réponses à toutes ces questions. c'est beau. Mais Vincent, toi qui es passé à la mise en scène et brillamment, tu es aussi assailli à ton tour de questions toute la journée. Bien sûr. Hmm. Bien sûr, mais après, c'est une question de. La préparation du film est tout. En fait, on essaie de trouver des réponses à ce moment-là, et puis avant dans l'écriture. Et puis, bien évidemment, il y a toujours des questions auxquelles on s'attend pas. Par exemple, je me souviens plus quelle était la question, mais une fois, j'ai posé une question à Jean-Paul, et il a fait euh, euh, donne-moi 24 heures. Et 24 heures après, il n'était pas là. C'est Euh, drôle. euh, mais oui, c'est ça. Mais j'ai une grande tendresse pour Jean-Paul que j'aime énormément et qui a été vraiment merveilleux. Je devrais pas le dire, mais c'est vrai que il y a un moment donné sur mon film Une affaire d'honneur, je l'ai consulté par rapport au scénario et ses lectures sa lecture du scénario et même je dirais ses conseils. Ont été déjà je me suis rendu compte du génie en fait du scénariste de génie qu'il est. Il paraît qu'à l'époque, il y avait deux grands script docteurs dans le cinéma français que tout le monde s'arrachait, que tout le monde voulait avoir. C'était Claude Sautet et Jean-Paul Rapneau. Est-ce que Cyrano n'est pas le premier script docteur de l'histoire, hein, en écrivant Christian? Ah oui. Oui, Alors, je dirais plutôt un auteur, hein, c'est plutôt un scénariste, Cyrano, vis-à-vis de la parce que question. ça, il a pas les Il lui mots. souffle, il lui souffle les mots à dire, hein, donc, alors qu'un Elle script est- doctor, c'est plus dans l'ordre de, je dirais presque c'est pas du polishing, mais je dirais que c'est, en fait, ce qui est génial avec lui, en fait, ce que j'ai appris, je pense, avec lui, c'est d'enlever, en fait, tout ce qui peut perturber une lecture simple, quelque chose qui fait qu'on est euh, parce que il y a des choses qui s'accumulent quand on lit un scénario. S'il y a des choses qui sont si on se barre sur des petits détails qui sont pas importants, qui n'amènent à rien dans la lecture, il y a une sorte de fluidité qui se fait plus et donc du coup les choses s'accumulent et la lecture devient de plus en plus laborieuse et lourde. Alors que si on garde vraiment je dirais l'essentiel même de ce qu'on essaie de raconter, sans se faire des petits plaisirs à droite et à gauche, hein, si on va directement sur je dirais l'essentiel même de l'intention de chaque séquence, tout ça. Euh, alors du coup, c'est une sorte ouais, de nettoyage, de rythmique en fait. C'est ça qui était assez dingue avec lui. Je dirais que quand il lit, quand il dirige, par exemple, il est comme ça. Quand il dirige, il est dans le rythme de la séquence. Il est comme Un ça. Dès métronome. qu'il y a un truc qui cloche, il fait. Et en fait, c'est à peu près la même chose dans la lecture du scénario, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, on soit une sorte de,
je dirais, une lecture simple. Moi, j'aime bien les scénarios. J'essaie de faire ça quand j'écris. Et les Américains sont très forts pour ça, le less is more. Mais c'est vrai que le page turner, c'est vraiment quelque chose je pense, enfin, moi, en tout cas, moi, c'est que ça me parle. En fait, c'est ce que j'aime dans l'écriture d'un scénario. C'est ce que j'ai fait avec une affaire d'honneur et c'est ce que je fais. Même d'ailleurs, maintenant, je me force à des fois laisser même un peu respirer parce que des fois, il faut laisser place aux accidents, je dirais même à partir dans l'écriture du scénario. C'est ce que j'essaie de faire là en ce moment pour que les choses soient pas forcément toutes, je dirais, Carré, ouais. Hmm. carrées. Ouais. Absolument, mais mon père a été script doctor aussi sur beaucoup de films, donc effectivement c'est intéressant d'avoir un regard extérieur qui simplifie, comme tu dis, les choses, et qui, mais surtout avec des gens talentueux comme Rapneau tout d'un coup, ou Sauté, Oui. comme tu le disais, effectivement. Ouais. Dingue. Jean-Paul expliquait, Rapneau, que vous aviez fait une lecture, tous les comédiens étaient là, Ouais, et l'acteur Jean-Marie Wilning, tu sais, qui joue Linière, à qui ouais. tu parles au début. Linière, vous partez? Oui, j'ai soif. Non, restez, elle arrive. Un instant, Linière, s'il vous plaît. Dans sa façon de s'exprimer, etc., Rapneau dit stop, stop, je ne devrais pas le faire, mais voilà. Il joue exactement comme je veux, en parlant de Linière, Ouais, sans ouais. intonation, etc. Et c'est vrai qu'il est exceptionnel dans le film, hein. Et puisque, en fait, tu lui demandes conseil, et le regard que tu poses sur Roxane dès le début, tu as un regard très insistant. Ah mon Dieu, la voici. On voit que tu es envoûté par elle. Et là, tu lui demandes de conseil parce que tu trouves pas les mots. Et je trouve que ce comédien, il est, mais, Ouais. comme le ton juste dès le début du film. Et Rabdo, il dit, je veux qu'on parle exactement comme ça. Ça fait pas du tout théâtre filmé. Alors, ce qui est un piège sur ce genre de film, quoi, tu vois. Absolument, mais il Et, casse tous les codes du théâtre en sortant, en bougeant tout le temps. Et on peut, à propos de scénario, tirer un grand coup de chapeau de mousquetaire à Jean-Claude Carrière aussi, qui écrit Ah ouais. plus d'une centaine d'alexandrins supplémentaires et qui Ah ouais. synthétise, ouais, qui supprime un petit peu et qui fait un travail absolument exceptionnel, qui sort le film du théâtre tout d'un coup. Et on est comme dans Amadeus ou comme ces grands films épiques américains. Ça n'a rien à envier aux films épiques américains. Et tout d'un coup, on est dans une vraie aventure qu'on suit et il n'y en a plus du tout de parfum de théâtre. Et les gens parlent comme dans la vie. C'est ça qui est merveilleux. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais je me souviens de ce moment-là. Effectivement, Windling était devenu une sorte de héros, le héros du tournage, quoi. Il avait la clé. Moi, ça me passait plutôt pas mal aussi parce que, bon, même si mon personnage euh, avait sa simplicité dans son langage-là, mais comme je faisais beaucoup de théâtre à cette époque-là, j'étais vraiment très entraîné. Donc, du coup, effectivement, c'était un exercice qui était, ça allait. Enfin, j'étais pas trop en panique, quoi, par rapport à ça. Mais c'est vrai que Windling, je me souviens très, très bien. On dirait une pêche si fraîche on dirait une pêche si fraîche. Ça, c'était quoi, on dirait? Ouais, je me souviens plus. Mais, Ça commençait bien, en tous les cas. on dirait une fraise si fraîche qu'en l'approchant. Voilà. On dirait une fraise si fraîche qu'en l'approchant, on pourrait prendre un rhume du cœur. On dirait une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. C'est magnifique. Ouais. Ça, c'était un courtisan là qui passe comme ça. Il a un côté Pardon? rockstar qui est très moderne en plus, tout d'un coup. Il Ouais. a une modernité Alors dans tout le monde disait, avait sa phrase, tout le monde disait des phrases comme ça sur le tournage, des alexandrins, tout le monde s'amusait, c'était merveilleux. pour en revenir à cet acteur-là, Jean-Marie Wilning, c'est lui qui fait la voix de Kevin Costner dans Danse avec les loups. Et il a fait plein de rôles, mais des petits rôles dans beaucoup de films. Et dernièrement, on l'a vu dans le film de Dupieux, Dali. Ce qui m'a fasciné, c'est que Gérard a gardé le look de Cyrano très longtemps après le tournage. Il avait, bon, ça rappelle Jean-Paul Belmondo, Jeff, qui lui était obligé d'avoir le look au théâtre. Et on a toutes ces photos de lui avec ses chiens où il a tout le coup cette énorme moustache et son petit bouc. Mais toi, Vincent, ça t'est arrivé de continuer à porter comme ça un personnage après un film? On parle de Euh, pharmacien, bien sûr. Hein. quand j'ai, Viviane, dans Ceux qui m'aiment prendront le train, j'ai joué un transsexuel et Ah pendant ouais. 6 mois ensuite, j'ai continué à m'habiller en femme. Bravo. C'était très moderne, ça aussi. Ouais. Très en avance. Très en avant sur son temps. Non, non, mais par contre, effectivement, je plaisante, mais c'est vrai que c'est un personnage il y a des personnages qui vous marquent comme ça. Et c'est vrai que celui-là, Viviane, dans Ceux qui m'aiment prendre le train,
me poursuit encore aujourd'hui quand j'en parle. C'est bizarre, c'est comme si c'était pas moi qui avais fait le film, comme si c'était elle, puis qu'en fait, elle est en moi. Mais il y a un truc très étrange par rapport à En effectivement fait, tu as l'incarnation. joué un trance et tu étais en transe toi-même d'une certaine manière. En transe moi-même, voilà, exactement. Oui, il y a des personnages qui vous poursuivent, que les gens vous collent à la peau comme ça. Effectivement, le Christian, c'est un personnage qui m'a poursuivi quand même pas mal de temps. Mais c'est vrai qu'on voit, par exemple, Jeff, après ce sera à toi, mais tu as Anthony Hopkins qui a fait Le Silence des agneaux, il a fait Les Vestiges du jour juste après, et tu as des shades, tu as Hannibal qui revient de temps en temps dans ce majordome, et tu sens qu'il, tout d'un coup, c'est comme une image qui zappe sur un personnage qui l'a tellement habité et tellement profondément marqué que ça, c'est intéressant de voir une espèce de continuité dans une carrière. Ouais. 100% sur Rotten Tomatoes, tu sais, cette agrégation de critiques et de public en Amérique. Donc, c'est un film qui est aimé énormément encore aujourd'hui, malgré les déboires de Gérard Depardieu. Et Cyrano est un héros extrêmement moderne parce que quand il se bat et qu'il dit à la fin de l'envoi je touche, ça m'a fait penser au rap battle, tu sais, aux batailles de rap, où tout d'un coup, ces gens... ouais. Un point de voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et en plus, c'est un super-héros. Donc ça aussi, c'est très moderne. Quand il a son bandeau, non pas sur les yeux comme Batman, mais sur le nez, tout d'un coup, tu as une image qui est très proche des super-héros américains. Et sa kryptonite étant son nez, effectivement. Ça, c'est étonnant. Jean-Claude Petit, Jeff. Extraordinaire musique. Oui, et d'ailleurs, il l'a engagé sur le Hussard sur le toit. Et ah oui, la musique est un acteur majeur du film. Hein. Absolument, absolument. Je pense qu'un film comme Cyrano, qui est un chef-d'œuvre, on va pas se cacher, c'est toutes des compétences réunies, mais des gens compétents à 100%. Bon, tu as Rapno Carrière, il y a le casting, tu as des costumes, tu as le chef-op, tu as la monteuse, Noël Boisson. Enfin, tout est réuni, en fait. C'est l'alignement des planètes parfait. Et Jean-Claude Petit, ça en fait partie, évidemment. Et pour lui, ça a été un truc très important. Donc, il se mettait au piano face à Rapno. Et puis après, quand ils ont commencé à enregistrer, le mec qui était à la trompette, c'est vraiment le thème de Cyrano est devenu légendaire, quoi. C'est vraiment. Tout à l'heure, vous parliez d'Anne Brochet. En revoyant le film, je trouve que c'est des plans, on dirait des peintures. Il existe un pays pour les amants heureux. Quand il y a Anne Brochet qui est assis avec la lettre à la main, qui est posée comme ça, tu vois. Même le plan de Gérard de Cyrano qui part, il est filmé de dos là dans les champs. Au moment où Christian embrasse, on voit qu'il se retourne, il les voit et bon, il est un peu déçu, mais tout est vraiment, on dirait des peintures. Voilà, c'est une fresque en fait, tu vois. Absolument. Mais Vincent, plus, j'ai une question pour toi. Ne paraît pas daté, tu vois. C'était 90 et il y a des films qui vieillissent très vite. Il y a des films qui ont déjà 10-15 ans, on peut plus les regarder. Et Cyrano, c'est des films là qui ont la patine du temps et qui va rester de toute façon pour l'éternité. C'est clair et net. C'est la grande force Totalement du film. intemporel. Vincent, tu as appris, j'imagine, comme Mel Gibson, qui dit qu'il a beaucoup appris de tous les metteurs en scène avec qui il a travaillé, ou Ben Affleck, qui regarde les gens comme Fincher travailler. Tu as dû beaucoup apprendre avec tous les metteurs en scène de Chéreau à Rapno et tous les grands metteurs en scène que tu as croisés dans ta carrière, comme moi. Tu as dû beaucoup apprendre, j'imagine. Ah oui, bien sûr, ouais. Euh, Bien sûr. Je dirais que c'est vrai que Jean-Paul a laissé une empreinte forte, surtout depuis notre dernier échange sur le scénario, sur l'écriture du scénario, et ça vraiment ça m'a marqué. En fait, j'ai beaucoup appris des co-scénaristes avec qui j'ai pu travailler. Par exemple, j'ai travaillé pendant pratiquement 2 ou 3 ans sur un film que je ne sais pas s'il va se faire un jour, mais c'est un film en anglais avec John Crowley. Donc, j'ai écrit avec John Cawley. Et John Cawley, c'est lui qui a écrit Martian Commander. C'est lui qui a écrit Happy Feet. Il est basé à Sydney. Il est aussi, il travaille avec George Miller comme justement, Ah oui, je vois très bien. Il a bossé sur Fury Road aussi, sur les Mad Max, non? Il a bossé sur il est pas crédité, je crois. Je suis pas sûr qu'il soit crédité, mais en tout cas, il a travaillé dessus, oui. Mais Ouais, en tant que fantastique. script doctor, tu vois. Donc, Ouais. j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui. J'ai beaucoup appris aussi en travaillant avec James Seamus. James Seamus, c'est celui qui a créé Focus, de la maison de production Ouais, Focus, ouais, très connu. et qui est scénariste, qui est un grand scénariste, qui est grand producteur aussi, et qui a beaucoup, au fait, travaillé sur le film de Ang Lee.
Donc, c'est en travaillant avec ces C'est gens-là ça. que Ouais. j'ai surtout, c'est surtout avec eux que parce qu'en fait, le scénario, c'est quand même la base de tout. Après, sur le travail, je dirais, le reste, je dirais que c'est la somme d'une expérience en travaillant avec plein de gens qui sont des réalisateurs que j'ai admirés, etc. Mais c'est surtout, en fait, dans l'écriture du scénario. Comme disait, je crois, Buñuel, il y a que le premier pas qui coûte. Effectivement, si tu pars avec un scénario qui est un petit peu bancal, tu vas payer pendant Difficile pour toujours, après, si ouais. tu veux. Ouais, Mm. ouais. Difficile. Mm. Jeff, j'étais frappé par la dimension western du film. Dès l'instant où on a des types à cheval, comme ça, avec des chapeaux magnifiques et tout, on a l'impression d'un western français, ce qu'on n'a pas souvent dans notre paysage cinématographique. Est-ce que tu as travaillé sur ton costume ou c'était uniquement Franca Squarciapino? Franca, vas-y. Franca Scarciapino. Voilà, Pour Franca. Cyrano de Bergerac. Pour Cyrano de Bergerac. Qui a fait un travail Ouais. magnifique sur les costumes. Elle a eu l'Oscar des meilleurs costumes, je crois, me semble-t-il. Ouais, ouais, très mérité. Même César, hein, quand même 13 nominations, 10 Césars à la clé. Oui. Wow. Et moi, je l'ai pas eu, donc c'était un peu la honte. T'étais Tu l'aurais déçu? mérité T'étais pourtant. déçu? Hein? Tu t'y attendais? Bah, c'était bizarre parce que tout le monde l'avait eu sauf moi, quoi. Donc, du coup, j'étais vraiment. Tout le monde était très déçu, quoi. C'est-à-dire que j'étais le gars qui a déçu tout le monde, alors que c'était la fête. Non, je plaisante. Non, bah, Et si Anne t'as eu Brochet, quand il l'a même. pas eu non plus. Anne Brochet, il l'a pas eu. Ah, Anne Brochel l'a pas eu non plus. Ah non. T'es sûr? Sûr, bien sûr. Hein? Certain. Ah bon? Oh, la pauvre. Alors que, bon. Non, oui, alors c'est intéressant parce que comme les gens font pas vraiment de travail de recherche, pas comme vous, assidûment comme vous, il y a plein de fois qu'on me dit que j'ai eu le César pour Cyrano et je reprends pas les journalistes qui Tu effectivement as raison. affirment à la télévision en direct. Je laisse passer parce que du coup, c'est comme si. Ils ont qu'à faire leur boulot, C'est hein. comme Patrice Lecomte qui dit j'adore quand on me remercie pour le Père Noël est une ordure. Ah voilà, exactement. L'amour grandit, bercé, dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. C'est mieux. La scène mythique là, du balcon, ça m'a toujours fait penser à une scène de La Folie des Grandeurs de Gérard Houry. Alors je pense que c'est Ah oui, volontaire. c'est vrai. Ich bin envoyé par Don César. Ça m'a toujours fait penser à cette scène. Je pense que c'est un truc inspiré, ouais. Ah bah, ça doit être inspiré, ouais, c'est sûr. C'est Et, drôle. la façon dont il filme de Cyrano, on voit que ses jambes au départ. On entend la voix de Cyrano, les jambes. Et Depardieu n'apparaît qu'après. Je trouve l'entrée en scène du personnage est très bien amenée par Arnaud. Disparaît! Qui loin des je vais me fâcher! Ouais. Je voudrais parler un petit peu de Jacques Weber, qui est la raison pour laquelle on a écrit le nom de mon père avec un W pendant des années. Bonjour, monsieur de Guiche. Mais il est absolument magnifique dans le film et il accepte de jouer un De Guiche exceptionnel parce que c'est un rôle difficile. Il a sa rédemption ensuite quand il va au combat, au feu, lui aussi. Je vais me battre à Gênes. À Gênes, il vient d'avoir l'accent. Quoi? Ça l'étonne! Mais il est extraordinaire. Et il a joué longtemps Cyrano au théâtre. Et il a écrit un livre sur Cyrano aussi. C'est un personnage qui a beaucoup compté dans sa vie. Il a compris tout d'un coup qu'il y avait un nouveau shérif en ville qui était Depardieu et qu'il avait intérêt à faire partir d'un grand film plutôt que de bouder dans son coin. Et ça, c'est une grande force, je trouve. Oui, ça a été. Il était très. Jacques était pas à l'aise devant la caméra. C'était pas son champ de prédilection en fait. On le sentait extrêmement stressé chaque fois qu'il devait y aller. On parlait de cette peur en fait dont on parlait Ouais. tout à l'heure. Effectivement, lui, il souffrait beaucoup de cette peur-là et donc il a fait un travail remarquable je dirais, de maîtrise de sa peur. C'est formidable, ouais. Ce personnage-là qui finalement lui donne ce côté très hautain, voilà. Ça sert le personnage, effectivement, ouais. Mais si cela s'apprend votre gloire, mais le siège arrase. Tant pis, permettez. Non, On permet. je dois vous le défendre. Oh. Partez. Christian reste. On était tous tellement
on vivait tous, on savait qu'on était en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, hein. On avait vraiment conscience, hein, Ça, c'est intéressant parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire un classique. Il n'y Alors avait que pas là, vous le saviez. aucun doute Ouais. qu'on faisait. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens, il y avait ces grosses pluies d'été à Eger pendant le siège de Arras. Euh, il y avait cette grosse pluie et que donc tout était, il y avait de la boue de partout. Et moi, j'étais dans ma petite caravane, j'avais une petite caravane de gitans avec les vitres en plastique ouvertes comme ça. Donc, je dégoulinais de sueur avec l'humidité qui se dégageait du sol, etc. Donc on était là comme ça dans mon costume. Et tout d'un coup, et j'entends plof, 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 plof. C'était les bottes de Cyrano dans la boue. Plof, plof, plof. Et là, je vois ton nez comme ça apparaître, traverser cette petite vitre en plastique. Et c'était Gérard qui me disait, ah, tu comprends ce qu'on est en train de vivre là, c'est rare. Extraordinaire. Tout le monde le sentait, mais travail exceptionnel, Jeff, sur le nez. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Parce que souvent, on représente le nez de Cyrano un petit peu comme le nez de Alex Delarge dans Orange Mécanique, c'est-à-dire une énorme protubérance un peu parodique. Alors que là, c'est un nez crédible. Ils ont simplement accentué le nez de Depardieu. Et sous certains angles, il est tout à fait normal, presque. Et, selon l'éclairage, d'un coup, il a cette espèce de tarin. Et c'est un grand, grand travail de maquilleur. C'est comme le sourire du Joker de Heath Ledger dans le Dark Knight. C'est-à-dire que c'est des petits travaux de maquillage qui sont moins spectaculaires que Robocop, mais qui, à l'arrivée, sont extraordinaires, je trouve. D'ailleurs, c'était intéressant parce que quand il l'enlevait, souvent il l'enlevait et je regardais. Pas de différence. Je me disais, pas vraiment beaucoup de différence. Donc, tous les jours, il l'enlevait, il le jetait, son nez. Il y a quelque chose, non? Le nez, peut-être. Pas de chance. Il y avait un petit frigo comme ça, il y avait tous ses nez dans le frigo et c'est vrai que c'était un nez extrêmement réussi. Vraiment extrêmement Les réussi. nez des fers chauds, on dit d'ailleurs, c'est vrai dans le métier. Au théâtre, tous les soirs, Jean-Paul enlevait son nez, le lançait dans la foule. Ah, c'est peut-être son nez, alors c'est peut-être son nez qui est tombé sur les genoux de Gérard, alors c'est peut-être ça. C'est beau. Hein. Et- Ça, et tu parles de Jean-Paul Belmondo, ouais, pas de Jacques Weber, ouais. Ouais, et Jean-Paul, tous les soirs, jetait. Ah, pardon. Et il m'en a offert un, celui qui lui restait, il me l'a offert. Ah, c'est cool. Je le garde précieusement. Et j'avais exposé, la première expo qu'on a fait sur Jean-Paul, on a exposé son chapeau de Cyrano. C'est drôle. Il avait gardé son costume. C'est une des rares choses qu'il avait gardé, Jean-Paul. Son costume de Cyrano chez lui avec l'épée. Avec les C'est grandes drôle. bottes. Mais à propos de la tirade, la fameuse tirade du nez, c'est vrai que Cyrano, c'est comme Carmen, c'est un jukebox avec des hits, et on attend les tubes. Et tout d'un coup, il s'est réinventé tout d'un coup par Rapno, parce que tu as vu, il est toujours en mouvement, Jeff. C'est comme un boxeur, il arrive et la caméra le suit, et tout d'un coup, c'est un truc qui devient très très physique et plus du tout théâtral. Et Gérard amène toute sa puissance, toute sa force. Je sais pas si c'était après qu'il ait détruit la chambre d'hôtel de Rapno, mais en tous les cas, on sent effectivement un animal qui sort de sa cage, un gorille qui arrive et qui a toute la puissance non seulement de son âme, mais de son corps aussi. Tu regardes Cyrano, enfin, bon, c'est mon avis, il y a des personnages en littérature qui sont plus forts que leurs auteurs. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Hamlet, je sais n'importe quoi, même Moby Dick est plus connu que l'auteur, tu vois ce que je veux dire? Et Cyrano, on parle plus de Cyrano que de Rostand. Et Frankenstein, on parle plus de Frankenstein que de Mary Shelley, tu vois? Il y a des personnages qui sont plus forts, enfin plus. Absolument. Tellement de panache, justement, ils sont plus forts que les auteurs, justement, et Cyrano en fait partie, quoi. C'est le chef-d'œuvre des Rostand. Enfin, c'est pas comparable avec les autres textes qu'il a. Absolument. Je viens de voir le Monte Cristo. Ouais. C'est une très très belle réussite. Hein. C'est vraiment. C'est bien. Ouais, le film est très réussi. Ouais. C'est vraiment très. Ouais. Tout est rendez-vous. C'est épique, c'est romanesque. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Et c'est très rythmé. Tu vois pas les 3 heures passer. Vraiment. Il y a une scène qui est très belle dans le film, c'est parce que durant la scène de bataille, où Roxane est venue et le retrouver, etc. Et il l'assume pas. Et tu as raison, Vincent, quand tu dis que le personnage de Christian, c'est un mec lâche, un peu veule, etc. Et lorsqu'il dit j'adore, et il détourne le regard, Christian. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Non. La beauté par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux et je ne la vois plus. Non. Il a honte de ne pas être l'auteur des lettres, quoi, tu vois. Et elle est très, très touchée. Et par contre, alors spoiler alert, mais bon, tout le monde sait que le personnage de Christian meurt au champ de bataille. Christian. Il n'y a pas d'obsèques, il n'y a rien, il te laisse mourir comme une merde. Allez,
Hein, on te récupère pas, non? Une merde. Euh, non, je pense il meurt. Il y a tout ce truc qui se passe autour de ma mort. Après, je crois qu'il y a une ellipse, c'est ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus ce qui se passe après. Ouais, mais je pensais que au moins tes compagnons de bataille t'auraient récupéré quelque chose, mais non, on reste sur la mort de Christian, mort au combat. Mais en parlant de détails, quand tu embrasses Roxane pour la première fois, l'orage gronde. C'est comme si Dieu était mécontent tout d'un coup. Il y a toujours plein de petits détails et de layers, tu vois, de couches comme ça, et c'est magnifique parce que il y a une colère sous-jacente sous la passion. Et ça, et la scène est très réaliste en général. C'est pas toujours réussi les baisers au cinéma, et celui-là fait vrai. Non, mais je pense que effectivement, la présence des éléments, c'est quelque chose très. Ça amène effectivement une dimension comme s'il y avait une force supérieure qui faisait, Ouais. qui entrait dans l'intérieur des séquences. C'est ce que fait magnifiquement Kurosawa. Si on regarde bien, par exemple, tous les combats de Kurosawa, où les éléments sont là, c'est de la pluie, c'est du vent, c'est des herbes qui bougent. Enfin, il y a quelque Ouais. chose comme ça de l'ordre du Ce qu'on fantastique. retrouve chez Terrence Malick, où cette présence de la nature omnipotente comme ça. Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Pour la scène du balcon, qui est donc un des grands classiques de la pièce, est-ce que vous étiez en nuit américaine, je me suis demandé? Non, je crois qu'on était en studio, me semble-t-il. Ah, c'est ça, voilà. Donc, c'est un côté un peu artificiel, mais qui sert la scène, en fait, tout d'un coup. Voilà, on est en studio, ouais. Pour la scène du balcon et la chambre, c'est du studio, ouais. Ouais. Ah, intéressant. C'est génial, c'est Ah ouais, extraordinaire c'est d'avoir absolument vécu ça. magnifique. Ouais. Mais c'est très physique comme tournage. Quand tu es en train quand tu creuses avec ta pelle, on sent que c'est très fatigant. Quand tu es au siège d'Arras, ça n'a pas dû être facile, cette partie du tournage, quand même, pour toi, d'une certaine manière. Creuser avec la pelle, ça n'a pas été forcément ce qui était le plus difficile, hein. Mais non, franchement, ça allait. Enfin, comparé à La Reine Margot, j'ai vraiment souffert physiquement. Mais là, non, sur le film, non, à part la grosse tenue en cuir, parce qu'en fait, il y avait effectivement cette tenue militaire en cuir, alors qu'il faisait probablement 40 degrés avec une humidité très élevée. Voilà. Mais non, sinon, franchement, le tournage était très intense. On parle de Jean-Paul Rapneau à Chouïa? Volontiers. Alors, Jean-Paul Rapneau, justement, c'est l'anti-Quentin Dupieux, hein, parce qu'il a fait 8 films en 50 ans, Quentin en a fait 13 en 17 ans. Hein, donc, c'est vraiment c'est deux écoles différentes. Hein. Alors, ce cher Jean-Paul est né un 8 avril, comme Jean Benguigui, Jean-Pierre Pernaut et Jacques Brel. Il a une grosse carrière de scénariste. Il avait commencé avec son ami Philippe de Broca. Il a fait L'Homme de Rio. Il a fait aussi le film de Louis Malle, Zazie dans le métro. Et Jean-Paul Belmondo m'avait dit c'est un plaisir de tourner avec ce monsieur qui était professionnel. Mais comme l'a dit Vincent, il était très tatillon sur les trucs. Donc ça prenait beaucoup de temps. Tu sais, le tournage en Roumanie, alors c'était de la Roumanie sous Ceausescu, quand ils ont tourné Les Marie 2. Et il y avait un jeune figurant dans le film, du nom de Patrick Devers. Ouais, l'ami, doucement, hein, facilite. T'as fait la route à cheval, mais nous, ça fait 10 jours qu'on marche. Et Jean-Paul s'entendait bien avec lui, il jouait au foot, etc. Et d'ailleurs, chez Jean-Paul, j'ai trouvé une photo de Devers en train de fumer un joint sur une chaise. C'est une photo que Jean-Paul avait prise. Alors, Jean-Paul Belmondo, hein. Et il y a une scène où ils ont des fusils à baïonnette vers la fin du film. Et Jean-Paul me dit, Devers est derrière moi. À un moment donné, il me pique au cul. Il fait, allez, Belmondo, Delon, poussez-vous, place aux jeunes. Extraordinaire. Et donc, voilà, Jean-Paul a fait La vie de château, qui était son premier film, Les Maris de l'an 2, Le Sauvage, Tout feu, tout flamme, Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Belle famille et Bon voyage. Voilà dans sa filmographie. Et il a toujours envie de tourner, il a toujours des projets, etc. Mais quand même, il a dépassé les 90 ans, il se porte très bien. Et c'est Wow. toujours un plaisir, comme dit hein, c'est un homme passionnant. Tu pourrais parler avec lui pendant des heures. Moi, je suis allé chez lui récemment, mais tu pourrais rester des heures. C'est quelqu'un qui est très, très littéraire. Et Cool. je vais parler aussi un peu d'Edmond Rostand, carrément. Surtout qu'il est né à Marseille. Ah Quelle oui. belle idée, ouais. Il est né un 1er avril, comme m'a dit Magro Vincent Bolloré, notre ami Atmen Khelif.
Voilà. Alors, on va pas faire la fiche Wikipédia d'Edmond Rostand, mais en tout cas, savoir qu'il a été marié avec la comédienne Marie Marquet. Alors, ça va peut-être pas parler à vos auditeurs, mais Marie Marquet, coïncidence, veut qu'elle ait joué dans le tout premier film de Jean-Paul Rapneau, La vie de Château. C'est la mère de Philippe Don. C'est quand même une coïncidence. Et pour le grand public, il la connaîtra mieux, elle joue le rôle de la mère supérieure Oh, je vous fais mal. dans La Grande Vadrouille. C'est le foie. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. Voilà, donc c'est cette comédienne-là qui a été mariée, la dernière femme d'Edmond Rostand. Quoi. Je ne savais pas ça. Étonnant. Bien, merci mes cinébuddies et merci Vincent pour ce voyage dans un des fleurons du cinéma et de ta filmo. Jeff, tu fus comme d'habitude un bretteur exceptionnel et Vincent, te voilà kinopodé, n'aie pas peur, c'est pas un gros mot. Et ce podcast est désormais ta maison. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Sinon, à quoi ça sert que Kino, il se décarcasse? Et surtout, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des surprises et une nouvelle fantastique vidéo grand écran de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff, c'est à toi. Jeff Domenech, et j'avoue au seuil de mon podcast, Rapneau a du génie et Christian Alas-Vincent est toujours beau. Bravo. Vincent, c'est à toi. C'était quoi ma phrase? Ah bah c'est toi qui choisis, tu dis ce que tu veux. Oui, pardon. Attends, En attendant, je fais dans les années laser, il y a une pub sur le prochain film, enfin le dernier film de Vincent, qui est disponible à partir du 1er mai. Donc on vous le conseille. Voilà, ceux qui aiment les films romanesques, épiques et les beaux portraits de femmes, profitez-en. C'est toi sur la pochette avec le cheval et le sabre. Oui, c'est c'est... cool. Ouais. Voilà, un casting éblouissant, du vrai cinéma. Incroyable. C'est pas moi qui le dis, c'est les années laser. Et en plus, les années laser, ils font leur coup sur The Crow. Ah, c'est drôle. Ouais. Ça peut être un très grand croc. Quand on voit le troisième. Il est bien le Crow là, le dernier? Bah Non, écoute, non. les gens se plaignent qu'il a les cheveux courts et pour l'instant personne ne l'a vu encore. Vincent Pérez, absolument ravi de faire partie de votre famille. Donc la famille de Abracadapod, c'est ça? Bravo, personne n'arrive à le dire sauf toi. C'est réciproque et merci d'être venu nous rendre visite. Parfait, je fus Jean Weber pour Qui n'est Pod, le podcast qui a une longueur de nez d'avance sur les autres. Et maintenant, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon podcast. Oh, joli. Il y a du travail là, hein? Comme un gascon, j'ai les cheveux longs. Bon, Jean, tu coupes. Ah, il termine toujours par une chanson, hein? Oui. En France, on termine toujours par une chanson.